Quand j'étais petite, je comprenais pas du tout pourquoi les autres supportaient si facilement le bruit autour d'eux. À l'école, les enfants criaient eux-mêmes et ça ne les dérangeait pas. Pendant une conversation, personne ne semblait gêné par le ronron du frigo, personne ne se réveillait la nuit à cause de pas des voisins, et moi, j'avais l'impression de venir d'une autre planète. Les autres me semblaient être des super-héros. Alors que moi, à 10 ans, j'avais déjà du mal à supporter un trajet en bus ou même une simple sortie au supermarché. Et ce n'était pas que le son. Tout m'agressait. Les détails visuels en trop. Certaines odeurs, les gens qui bougent autour de moi, la lumière affreuse de néon, tout ça me désorientait instantanément. Mon alimentation se limitait à 5 produits. Côté vêtements, impossible de m'imposer des collants ou une chemise rentrée dans une jupe. Ce n'était pas juste désagréable, c'était physiquement douloureux. Et en grandissant, tout ça n'a fait que s'accentuer et avec ça, ma confiance en moi s'est éteinte. Je me sentais de plus en plus cassée, anormale et il n'y avait aucune information à ce sujet. Le plus étrange, c'était mon audition. J'entendais des micro-bruits que 90% des gens ignoraient complètement, mais dès qu'il y avait le moindre bruit de fond, je ne comprenais plus ce qu'on me disait. À 26 ans, j'ai fini par aller voir un médecin, j'ai passé plein de tests et résultat, mon audition était parfaite. Et là, encore plus de confusion. Personne ne m'a expliqué où était le problème. Et puis, la réponse est venue de là où je m'y attendais le moins. Un manuel d'anglais. J'ai préparé un examen et je suis tombée sur un texte qui parlait du son comme distracteur. L'auteur expliquait que chez la plupart des gens, les seuils de sensibilité auditive sont à peu près similaires. Mais il existe un petit pourcentage de personnes pour qui même un bruit discret devient une énorme distraction. Et lire ça était une libération. Je me souviens avoir attendu toute la journée pour raconter ça à mon mari le soir, les yeux brillants. Pour la première fois, quelqu'un validait mon expérience. Non, je n'inventais pas, j'avais 26 ans. Mais l'explication complète, je ne l'ai eue que 5 ans plus tard, quand j'ai découvert la neurodivergence, les particularités sensorielles et les surcharges. J'ai alors compris que ces spécificités vont de pair avec l'autisme et le TDAH et qu'elles influencent nos vies bien plus qu'on ne l'imagine. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous mon expérience personnelle, mais aussi toutes les infos que j'ai apprises au fil de mes recherches. J'espère sincèrement que ça pourrait aider celles et ceux qui vivent les mêmes difficultés que moi à mieux se comprendre. Même sans études scientifiques, c'est évident. Les particularités sensorielles influencent notre vie 24 heures sur 24. Mais en réalité, leur impact est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Les anomalies sensorielles touchent le quotidien, cuisiner, choisir ses vêtements, aller au magasin, s'occuper d'un animal, le travail, la productivité, la résistance au stress, les relations, les loisirs partagés, le temps qu'on peut passer avec ses proches sans craquer. La vie personnelle, bien sûr. La romance, l'éducation des enfants. La santé physique, par exemple, un régime alimentaire limité peut mener à des carences ou à des troubles alimentaires. Et la santé mentale, bien sûr. Anxiété, dépression, diagnostic erroné et ce sentiment constant de quelque chose cloche chez moi. Et au final, la sensorialité ne fait pas qu'influencer notre vie. Elle façonne une manière unique d'être au monde, une manière unique de ressentir, de traiter l'info et de percevoir la réalité. Et c'est justement par là que je veux commencer mon analyse. L'hypersensibilité sensorielle est l'une des caractéristiques les plus marquées de l'autisme. Et de plus en plus de recherches montrent qu'on la retrouve aussi chez les personnes avec TDAH. D'ailleurs, les anomalies sensorielles font officiellement partie des critères diagnostiques de l'autisme dans le DSM-5, c'est le manuel des diagnostics psy des États-Unis. Et ces manifestations sont très diverses. Parfois, un seul sens est touché, parfois plusieurs. Ça peut être d'hypersensibilité, les sons, les odeurs, les contacts deviennent insupportables, ou bien de l'hypersensibilité, on ne ressent presque rien. Et parfois, ça change dans le temps. Aujourd'hui, l'ouïe est hyper fine, demain, elle décroche. On dirait du chaos, mais il y a une logique. Et certains chercheurs considèrent même que ce n'est pas un symptôme secondaire, mais le cœur même de l'autisme. D'où l'idée d'une théorie sensorielle de l'autisme. Il y a plusieurs théories de l'autisme qui tentent de l'expliquer et
surtout la théorie sensorielle de l'autisme, et j'en parle profondément en détail dans mon guide parce qu'en vidéo, on ne peut pas tout développer. Et oui, j'ai écrit un guide et dedans, il y a une partie énorme consacrée uniquement aux théories de l'autisme parce qu'on le voit bien, depuis des décennies, les chercheurs essaient de percer le mystère de l'autisme, de comprendre ses causes et d'expliquer pourquoi les traits autistiques apparaissent. Et de ces tentatives sont nées beaucoup de théories. Certains sont très connus, comme la théorie de l'esprit, par exemple, ou encore le monotropisme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière dessus. Mais il y a aussi des théories sensorielles qui occupent une place à part. Et dans mon guide, je les détaille vraiment quelles sont ces théories, ce qu'elles cherchent à expliquer, et pourquoi elles sont essentielles pour comprendre l'autisme au niveau pratique. Et quelques mots sur le guide, un peu. J'ai mis des années à chercher des réponses et à force, j'ai fini par créer moi-même ce que j'aurais tellement aimé avoir à l'époque. Un guide complet sur l'autisme. Dedans, j'ai mélangé mon vécu, celui de mes proches et les recherches les plus récentes. On explore les grandes théories de l'autisme, toujours reliées au concret. La sensorialité, l'attention, le burn-out autistique, la vie quotidienne. Il y a aussi des chapitres sur le TDAH, l'anxiété, les troubles de la personnalité et surtout une partie essentielle sur le vécu des femmes et le masquage, bien sûr. Ce guide, c'est une ressource claire, moderne, débarrassée des clichés. À la base, j'ai écrit ce guide en russe. Et comme il a aidé beaucoup de monde de la Russie, j'ai décidé de le traduire aussi en français. Et en parlant de la sensorialité, dans le guide, on ne reste pas seulement dans la théorie. On explore aussi la vraie vie, comment les particularités sensorielles nous impactent au quotidien, quelles difficultés concrètes elles s'entraînent et surtout comment on peut s'aider soi-même. Et j'y ai ajouté la traduction du questionnaire de Lindsay Macaret sur les préférences sensorielles. C'est un super utile pour commencer un chemin d'autocompréhension et d'autosoutien. Ce questionnaire, vous le recevrez directement avec le guide. Et si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Et alors, on revient à la théorie sensorielle. Pour résumer, selon cette théorie, l'autisme, c'est avant tout une autre manière de percevoir le monde, un trouble de la sensorialité, du traitement et de l'intégration des stimulations. Et tout le reste, les difficultés sociales, émotionnelles, comportementales, découleraient de là. La chercheuse russe Olga Bagdashina a même consacré un livre entier à ce sujet, se nomme Questions de perception sensorielle dans l'autisme. Elle est disponible en français et c'est une référence précieuse si vous voulez creuser. Mais en général, en quelques mots. Regardons le développement sensoriel de base selon Bagdashina. Un bébé à la naissance reçoit le monde comme une masse de stimulation. Sans lumière, odeur, son cerveau au début ne trie rien. Puis, peu à peu, il apprend à mettre de l'ordre, discrimination des stimuli. Il apprend à ne réagir qu'à ce qui est important et pas à tout en même temps. Puis, optimisation de l'attention. L'enfant passe d'un rôle d'observateur passif à celui d'acteur. Il combine ses sens et construit une image cohérente de ce qu'il vit. Et troisièmement, c'est une économie perceptive. C'est essentiel. L'enfant apprend à reconnaître les objets et les situations à partir d'un minimum d'indices en filtrant les détails inutiles. Et voilà les trois piliers du développement sensoriel typique. Mais ce qui se passe dans l'autisme, c'est différent. Chez une personne autiste, ce processus est complètement différent. Du coup, la personne autiste n'arrive pas à hiérarchiser les stimulations. Tout est perçu sur le même plan. Le bruit de fond du ventilateur est aussi présent que la voix de son interlocuteur. Résultat, le monde se présente en bloc, comme le nomme Olga Bagdashina en gestalt, où l'essentiel et le secondaire se confondent. Ça peut concerner la vision, l'audition. Certains se perdent quand un petit détail visuel change dans leur environnement. D'autres n'arrivent pas à suivre une conversation dans un lieu bruyant. Et quand on tente consciemment d'éteindre le bruit de fond, le cerveau coupe aussi le signal principal, comme la voix de la personne qui parle. Et c'est de là que vient cette impression de chaos, de surcharge, d'impossibilité à assembler le puzzle.
Et même si cette théorie n'est pas acceptée par tous, un fait reste. La grande majorité des personnes neurodivergentes présentent des particularités sensorielles. Et ce sont elles qui façonnent une façon particulière d'être au monde. Le vécu sensoriel traverse absolument tout. Les câlins, la musique dans les écouteurs, la satiété après un repas, l'équilibre dans un bus qui roule. Sans sensorialité, on ne pourrait ni ressentir ni vivre pleinement. Un bébé découvre le monde par elle. Il lève la tête, attrape un jouet, secoue un hocher, et à ce moment-là, naît la connexion entre intention et action. C'est comme ça qu'on apprend à agir, à interagir, à développer coordination, attention, cognition et même la théorie de l'esprit. La sphère sensorielle, c'est l'endroit où le corps et le cerveau se rencontrent et commencent à travailler ensemble. Quand elle fonctionne bien, on est plus résistant au stress, plus calme, sous pression, plus disposé à gérer des émotions fortes. Et de là vient la curiosité, la motivation, la confiance. Donc non, la sensorialité n'est pas un détail ou un facteur secondaire. C'est un pilier, un pont entre le corps et la psyché. Et si, dès le départ, nos canaux sensoriels fonctionnent différemment, l'expérience de vie qui en découle est elle aussi différente. C'est une manière unique de ressentir le monde et de se percevoir soi-même. Et j'ai déjà mentionné que le Gebagdashina voyait les difficultés à séparer le fond de l'essentiel comme un élément central de l'autisme. Mais ce n'est pas l'unique point de vue. Beaucoup de spécialistes considèrent que ces difficultés peuvent exister de manière indépendante sous le nom de troubles du traitement sensoriel, sensory processing disorder en anglais. Oui, il accompagne souvent l'autisme, mais on peut aussi le retrouver chez des personnes avec TDAH et parfois elle se manifeste seule comme unique particularité. Et le principe reste le même. Le cerveau traite et intègre les stimulations sensorielles d'une manière différente. Et surtout, on a en réalité 8 sens, pas 5. Les 8 sens sont la vue, la perception visuelle, couleur, forme, lumière. L'ouïe, la perception auditive, son bruit, voix. L'odorat, la perception des odeurs. Le goût, la perception des saveurs. Le toucher, la perception tactile, contact, texture, température. Le système vestibulaire, c'est l'équilibre et le mouvement dans l'espace. La proprioception, c'est la conscience du corps, la position des muscles et des articulations. Et l'interoception, ce sont les signaux internes qui nous sentons. Faim, soif, douleur, fatigue. Et dans chacun de ces sens, les manifestations peuvent être très variées. Par exemple, modulation sensorielle, c'est la façon dont le corps réagit aux stimulations. Ici, on retrouve l'hypersensibilité et l'hyposensibilité. Mais on a aussi la discrimination sensorielle. C'est la capacité à filtrer et reconnaître ce qu'on ressent. Pas seulement séparer les sons du fond et du premier plan, mais aussi différencier deux pièces de monnaie au toucher, reconnaître de sons proches ou savoir dans quelle direction on est en train de tomber. On a aussi les différences sensorimotrices. C'est ce qu'on appelle souvent la dyspraxie. Elle touche aussi bien la motricité globale que fine. Courir, sauter, coordonner ces gestes devient difficile, mais encore plus écrire, cuisiner, se coiffer, se maquiller, ouvrir une porte avec une clé. Par exemple, moi, je suis concernée la dyspraxie et vraiment, c'est très difficile à vivre comme ça. Et tout ça, ce ne sont pas juste des bizarreries sensorielles, ces particularités influencent tant le quotidien que nos émotions et notre santé mentale. Les particularités sensorielles ne restent jamais juste dans le corps. Elles s'enracinent inévitablement dans notre état émotionnel. Elles en deviennent même la base. Chaque sensation, la lumière, un son, un contact, une odeur, est toujours accompagnée d'une émotion. Sur le plan neurobiologique, on appelle ça le double codage. L'expérience sensorielle et la réaction émotionnelle se produisent en même temps et toutes les deux sont bien réels. Du coup, quand les systèmes sensoriels sont surchargés, les émotions explosent. Et là, aucune force de volonté n'y change rien. On peut se répéter mentalement que tout va bien, mais les larmes, la colère ou la panique arrivent quand même. Parce que le cerveau est saturé de signaux et n'arrive plus à gérer. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction physiologique. Le problème, c'est que souvent, la personne qui vit ça
parfois cherche une explication ailleurs et pas au bon endroit. Il se tourne vers la psychologie, l'impuissance apprise dans l'enfance, les schémas inadaptés, les pensées négatives et bien sûr, les psy renforcent cette idée. Il faut travailler sur l'anxiété, sur le caractère, sauf que la sensibilité sensorielle, elle reste invisible. Elle ne disparaît pas du tout. Résultat, accumulation de diagnostics, années de thérapie et cette impression persistante qu'il y a quand même quelque chose qui cloche chez moi. Oui, d'autres troubles peuvent exister en parallèle et compliquer la situation. Troubles bipolaires, la dépression, l'anxiété, etc. Mais ça n'efface pas l'impact de la sensorialité sur nos émotions, nos réactions, notre manière de nous percevoir. Nos sensations et nos émotions sont indissociables. Dans les odeurs, les sons, les couleurs, on transporte la mémoire du passé et les clés du présent. Essayer de séparer l'un de l'autre, c'est perdre l'essence même de ce qu'on vit. Parce que c'est justement dans ce tissage subtil entre le corps et la psyché que naît notre façon de ressentir le monde et de nous ressentir nous-mêmes. Et oui, comme j'ai déjà dit, on associe officiellement les anomalies sensorielles à l'autisme. Mais de plus en plus d'études montrent qu'elles concernent aussi d'autres neurodivergences, et en particulier le TDAH. La différence est que l'autisme a été massivement étudié ces 20 dernières années. On a de centaines d'articles de théorie, de bouquins, mais le TDAH, lui, reste souvent réduit à une image très classique. L'enfant distrait ou hyperactif qui perturbe la classe. Et résultat, toute une partie du vécu, comme la sensibilité sensorielle, est longtemps restée dans l'ombre. Et pourtant, même les recherches limitées vont toutes dans le même sens. Les enfants avec TDAH présentent très tôt des réactions sensorielles inhabituelles. Certains sursautent au moindre bruit, d'autres ressentent presque de la douleur face à une lumière vive, d'autres encore refusent certains tissus ou certaines textures alimentaires. Les adultes, eux, appellent ça du caractère ou des caprices. En réalité, c'est le cerveau qui traite la stimulation autrement. Et ces difficultés ne disparaissent pas avec l'âge. Chez l'adulte, elles deviennent simplement moins visibles pour l'entourage. La personne apprend à s'adapter. Elle évite les soirées trop bruyantes, elle ne prend pas le métro, elle s'épuise vite dans une foule, elle supporte mal les sons agressifs. Parfois, c'est plus subtil. Porter toujours le même tissu, ne pas tolérer le tic-tac d'une horloge, avoir besoin d'un environnement sensoriel le plus calme possible. Une étude a même montré un lien direct. Plus les traits du TDAH sont marqués chez un adulte, plus les difficultés sensorielles sont fortes. Autrement dit, l'hypersensibilité sensorielle n'est pas un simple effet secondaire, mais bien une partie intégrante du syndrome, comme avec l'autisme. Et dès le début de la vidéo, je vous ai parlé de mon enfance et de ce sentiment constant de ne pas comprendre ce qui m'est arrivé. Et ça se voyait surtout dans les moments de surcharge sensorielle. Pourquoi, par exemple, quand mes camarades faisaient de bruit, j'avais l'impression que c'était insupportable. Les ados sont toujours bruyants, c'est normal, mais moi, pendant une sortie scolaire en bus, par exemple, je me souviens de cette sensation. Eux riaient, chantaient, et moi, j'étais collée contre mon siège en me disant que je préférerais disparaître plutôt que de rester là. Et c'est difficile à décrire, franchement dit. C'est un mélange de lourdeur physique, d'épuisement mental. Mon cerveau s'est arrêté net, parfois de la colère montée, parfois juste des larmes. Le temps autour d'eux me semblait à la fois accéléré et ralenti. Et même parler devenait presque impossible, et c'était comme ça toute mon enfance, et ça m'a suivi à l'âge adulte. À 20 ans, j'ai réalisé à quel point c'était compliqué pour moi d'aller dans des lieux bondés, concerts, cafés, supermarchés, et le scénario était toujours le même. Je partais en forme, reposée, de bonne humeur, j'entrais dans un magasin, pas une foule énorme, mais quand même assez de monde. Et là, au bout de 10 minutes, surcharge. Mon cerveau et mon corps disjonctés, la lumière devenait trop forte, le bruit insupportable, les gens semblaient trop proches, trop rapides, les odeurs trop intenses, et en plus j'absorbais toute l'énergie de personnes autour de moi, leur tension, leur agitation. Alors, pour survivre, j'ai trouvé des stratégies. Quand je suis seule, je peux complètement plonger en moi et ça m'aide à tenir. Mais si je suis avec quelqu'un, par exemple mon mari, impossible de me couper comme ça, de porter des casques anti-bruit, bien sûr. Et là, c'est beaucoup plus dur. Et quant aux transports en commun, je les ai fuis de mes 10 ans, je pense. Je préférais marcher 3 kilomètres sous la pluie, la neige ou l'orage plutôt que de prendre un train bondé. Et marcher, c'est mon vrai life hack de survie.
Peu importe la météo, si mes jambes fonctionnent, je choisirai toujours de marcher. Et ce que je ressens alors, c'est comme si mon cerveau restait en l'air rouge en permanence, comme si j'étais toujours en mode survie. Et c'est à chaque fois, toujours. Quand j'en parlais au psy il y a 15 ans, on me parlait d'agoraphobie, de phobie sociale. Mais en réalité, les gens, je m'en fiche. Je ne passe pas mon temps à penser à ce qu'ils peuvent dire ou imaginer de moi. Le problème, ce sont les stimulations. Le bruit, la lumière, le mouvement, les odeurs. Même vite, un supermarché avec ses néons et le bruit des frigos peut me mettre en surcharge. Et sortir dehors avec les circulations et les klaxons, ça peut être pareil. Et tout ça, bien sûr, influence aussi ce qu'on appelle maintenant la batterie sociale. Aujourd'hui, c'est un vrai concept qui tourne sur TikTok ou Insta. Les gens disent qu'ils n'ont plus de batterie sociale et ça me fait sourire parce que quand j'avais 15 ans, j'avais exactement cette impression, mais personne n'en parlait. Et j'étais persuadée que ça n'arrivait qu'à moi. Sauf que pour moi, ce n'était pas juste rentrer dans sa bulle. Quand je saturais à cause des interactions, je vivais les mêmes émotions que dans un magasin ou un bus bondé. L'envie de disparaître, mais parfois aussi une colère soudaine, une haine inexplicable envers tout le monde. J'avais l'impression d'être un monstre, un sociopathe. Pendant 30 ans, aucun spécialiste ne m'a jamais expliqué que ça pouvait être lié à une surcharge sensorielle. J'ai cherché ailleurs, dans la psychologie, dans la personnalité, dans des diagnostics qui ne correspondaient pas vraiment. Et la vérité, c'est ça. Tant qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, on peut perdre des années à chercher de mauvaises réponses. Se faire soigner par une phobie sociale, par exemple, alors que ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai même fini chez un ORL pour vérifier mon audition et tout allait bien. Le problème était ailleurs. Et voilà, c'est ça, pourquoi ça que c'est tellement important de savoir ce qui se passe réellement en soi. Parce que oui, tu peux parfois démontrer un comportement étrange, impulsif parfois. Tu peux avoir des attaques de la colère, mais c'est pas toujours lié à une personnalité borderline, par exemple, ou de l'anxiété ou des troubles bipolaires. Ça peut vraiment être lié aux troubles sensoriels, à la surcharge sensorielle. Mais ce problème n'est pas très reconnu, on ne parle pas souvent de celui-ci, et même les psys sont souvent hors ce sujet. Mais si tu es neurodivergente, si tu es trop sensible dès l'enfance, la réponse, on peut vraiment la trouver dans les troubles sensoriels, pas de l'anxiété, etc. Donc, j'espère que cette information va vous aider. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.